Bonjour, bienvenue à Si une autre vie m'est à compter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités pour nous parler de l'accompagnement en fin de vie et en début de l'autre vie. Les invités cette semaine, Annick Laprade, qu'on connaît bien à l'émission, ainsi que Catherine Poirier, co-auteure de ce livre. Bonjour, mesdames, Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Annick, on connaît bien ton travail avec les âmes errantes. Alors, je me suis demandé, qu'est-ce qui vous a amené à écrire accompagnement de vie, accompagnement en fin de vie? En fin de vie et dans l'après-vie. Oui, et pourquoi ça? Bien, en fait, je pense que c'est un livre qui s'est imposé de lui-même. Catherine et moi, ça fait longtemps qu'on est collègues et amis également. Puis, malheureusement, la vie a fait en sorte que Catherine a perdu son conjoint, donc Roch, qui est décédé d'un cancer de l'œsophage. Et comme Catherine est intervenante énergétique, puis qu'elle travaille dans l'énergie et tout ça, elle a adopté une approche vraiment particulière. C'était vraiment très émouvant. Moi, je les ai observés dans tout ça, puis je voyais l'approche de Catherine avec une belle ouverture spirituelle. Donc, en fait, elle a pris soin de son corps, bien sûr, parce que quand on est en fin de vie, on a besoin de prendre soin du corps. Elle a pris soin de son cœur, de son esprit, mais elle a aussi pris soin de son âme. Donc, et à travers tout ça, elle a également pris soin d'elle et préparé son âme aussi à ce grand départ. Et c'était de toute beauté. C'est sûr que c'est jamais facile de perdre quelqu'un qu'on aime, mais c'est absolument magnifique. Et parallèlement à tout ça, bien, moi, je continue à donner des ateliers, des conférences un peu partout au Québec sur les sujets, sur la vie après la mort, les phénomènes paranormaux et tout ça. Et des fois, les gens venaient me voir et me posaient des questions sur l'accompagnement en fin de vie. Puis d'emblée, bon, je donnais des trucs, des conseils que Catherine avait mis en pratique avec son conjoint. Puis à un moment donné, on s'est vraiment... puis dans une méditation avec Roch et tout ça, il est venu nous voir, puis Roch, son conjoint, qui était décédé. Puis il y avait un livre dans les mains, puis il disait... Je pense que ce serait un outil extraordinaire pour les gens. Puis en effet, c'est là qu'on s'est dit, et pourquoi pas. Et Catherine, à travers tout son deuil, écrivait tout ça. Puis à un moment donné, elle est venue me voir, puis elle m'a dit, bien, pourquoi qu'on ne jumèlerait pas nos deux expertises? Donc, c'est une belle histoire. Donc, c'est votre mari qui, dans l'au-delà, est venu vous donner un message en disant, bon, ça serait un bon outil. Oui, ça pourrait aider les gens. Les gens qui vont vers la fin de vie et les personnes qui accompagnent un être cher en fin de vie. Parce que Roch s'est rendu compte, après son décès, qu'il y avait un besoin au niveau de l'âme, dans le cheminement après la mort. Et comme Roch a eu besoin d'aide aussi après le décès, je lui ai apporté de l'aide pour mieux cheminer après le décès, parce qu'il y avait un deuil, lui aussi. Il y avait de la difficulté à quitter le plan terrestre, il y avait de la difficulté à me quitter. Donc, et je lui ai apporté mon soutien. Et quand ça a été fait, lui a pu, vice-versa, m'apporter son soutien aussi, m'aider dans mon deuil. Donc, je voyais que ça ne s'arrêtait pas là. C'est pas parce qu'il avait quitté son corps que tout était terminé et que maintenant, je pouvais lui dire, va dans la lumière. Donc, il avait encore besoin de cet accompagnement-là et on avait encore besoin de renouer contact, justement, pour s'entraider dans la guérison du deuil. Mais en écrivant ce livre avec Annick, est-ce que c'était plus facile, en fait, vous comprenez, dans le sens facile, dans le sens que de l'écrire seul, d'avoir quelqu'un pour accompagner l'écriture? Parce que j'imagine que vous n'avez pas écrit ce livre-là la même semaine ou le mois suivant. Ah non, pas du tout. C'est ça, là. Et si je peux me permettre, en fait, ça a été toute une expérience, parce qu'en fait, ça nous a pris 2 ans passer au travers du processus d'écriture, parce que dans un premier temps, il y a eu un jet qui était là où les outils étaient extraordinaires, mais il y avait vraiment le processus de deuil aussi, qui était là pour Catherine. Donc, on a vraiment laissé émerger tout ça et laissé le processus de deuil se faire. Ensuite, il y a vraiment eu une deuxième étape où là, on a pu garder ce qui était pertinent pour le public aussi dans les outils, un beau ménage des outils. Elle avait aussi un détachement, tout ça. Puis en quelque part, c'est facile d'écrire ensemble, elle et moi, parce qu'on a écrit ensemble Se libérer des âmes errantes. Donc, on a sensiblement une même philosophie, on a une belle amitié qui nous lie. Donc, c'est de partager son bagage, notre bagage, et d'arriver à mettre ça par écrit pour que ce soit le plus aidant pour le public. Le plus aidant pour le public. Et pour la personne qui l'écrit aussi, j'imagine, pour vous à ce moment-là. Dans ce livre-là, vous parlez du bilan de vie. Quand on arrive en fin de vie, il faut faire le bilan de vie. Pourquoi et comment on fait ça? Vous parlez en fin de vie, oui, pour la personne qui avance vers... vers l'autre vie. Vers l'autre vie, tout à fait. Vient un moment où est-ce que la personne en fin de vie rencontre des questionnements. Il fait face à la mort. Et avant d'entrer justement dans l'acceptation de ce qui est, donc la mort qui approche, la personne entrera dans un bilan de vie.
Donc, on fera un peu le ménage à l'intérieur d'elle pour savoir où elle en est rendue dans sa vie, vers quoi elle veut se diriger. Et là, elle pense à ses proches, oui, effectivement. Donc, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Qu'est-ce que je laisse comme héritage? Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Est-ce qu'il y a des choses que je vais aborder avec mes proches? Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce qu'il y a des choses à régler avant de partir, justement? C'est ça, le bilan de vie, pour finalement entrer dans l'acceptation que maintenant, est-ce que je suis prêt à quitter la Terre? Est-ce que je peux partir en paix? Et on a constaté aussi, et on l'a lu aussi dans des livres et tout ça, que plus tu es en paix avec ton bilan de vie, plus le départ se fait facilement. Mais plus tu traînes des lourdeurs, des secrets, des regrets, plus c'est difficile de lâcher prise, hein, parce que c'est l'ultime lâcher prise, hein, que de quitter son corps pour arriver dans l'au-delà. Donc, c'est important d'être auprès de nos êtres chers qui sont en fin de vie, puis de les accueillir dans leur joie, tout comme dans leur peine ou leurs regrets. Dans votre livre, votre conjoint était prêt à ce bilan de vie. Il savait que s'en allait, il l'avait accepté. Mais des gens qui sont en fin de vie et qui ne veulent pas partir et qui sont amers et qui sont encore en colère, comment on peut faire à ce moment-là pour leur faire comprendre ce bilan, leur faire admettre ça? Vous savez, il y a des gens qui sont en super santé et qui ils veulent pas penser à faire un testament, ils veulent pas penser à ce qui s'en vient. Donc, quand on est face à ça et que c'est inéluctable, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là avec quelqu'un qui est récalcitrant? Il faut d'abord être à l'écoute de la personne qui est là, parce que souvent, ils vont nous donner des pistes dans leur silence. Donc, en étant là, aux côtés, au chevet de l'être cher, en posant aussi des simples questions. Donc, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur de ce qui s'en vient? Qu'est-ce que tu penses qui vient après la vie? Est-ce que tu crois qu'il y a une poursuite de la vie après la mort? Ça peut amener la personne à s'ouvrir un peu plus et justement à entrer dans certaines questions ou dans certains questionnements à l'intérieur d'elle-même pour ensuite s'ouvrir un peu plus. Quand il y a une écoute active de l'accompagnateur, la personne peut se sentir beaucoup plus en confiance pour s'ouvrir un peu plus. Et il y a un moment donné où est-ce que la personne va être un peu plus prête à s'ouvrir, à en discuter. Et elle va trouver la personne, justement, à qui en parler. Et des fois, c'est subtil. Hein? C'est très subtil. Il va s'agir, justement, d'une simple question que la personne en fin de vie va dire « Qu'est-ce que tu penses, toi, qu'il y a après la mort? » En fait, il faut être à l'écoute. Oui, il faut être à l'écoute. On peut prier pour lui. On peut proposer des lectures aussi. Des fois, juste à faire une lecture. Annick, on va faire une petite pause. On va revenir après. On va revenir à la pause. Oui. C'est la grande vente sur tous les végétaux qui se poursuit aux Embellissements La Chaudière. Des rabais allant jusqu'à 50% sur les vivaces et les rosiers, jusqu'à 40% sur les arbustes. Et surtout, n'oubliez pas de vous procurer vos bulbes de printemps. Les Embellissements La Chaudière, nous sommes ouverts du lundi au mercredi de 9h à 17h, jeudi et vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 17h. On vous attend au 1050 boulevard Vachon Sud à Sainte-Marie. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. Hey, j'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Annick et Catherine, on va parler maintenant des gens qui accompagnent les gens qui sont en fin de vie. Je suis contente qu'on aborde le sujet parce que c'est pas toujours évident. Ces gens-là se sentent démunis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Parce qu'on dirait qu'ils sont incompris souvent. C'est extrêmement difficile d'être un accompagnateur parce qu'on a quelqu'un qu'on aime qui va nous quitter. Et ce qu'on écrit dans le livre, puis ce qui est important pour nous de partager, c'est que même si la personne quitte et vit des douleurs, nous aussi,
on est confronté à des douleurs et on a aussi besoin d'un filet de sûreté. Donc, il faut être capable de penser à notre alimentation. Il faut être capable de penser à accorder un peu de temps pour soi-même et faire de l'exercice aussi. Puis, bon, on ne dit pas de partir au gym pendant des heures ou d'aller en voyage pour prendre soin de soi et tout ça, mais c'est tout dans des petites choses concrètes. C'est des petits trucs qu'on donne d'ailleurs, comme peut-être prendre un ballon d'exercice pour s'asseoir au lieu d'être tout croche dans les chaises, être capable de bien s'alimenter, de demander aussi à des gens de venir s'occuper de la maison, de préparer des repas, de s'occuper des enfants. Il faut s'accorder du temps pour soi et pour libérer les émotions aussi, parce qu'il y en a souvent qui vont dire « je suis fort, je reste fort pour la personne ». Mais nous aussi, on vit des émotions, puis il faut être capable d'entrer dans le processus de deuil aussi. Moi, ce qui m'a amené à te poser cette question-là, à vous aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont en fin de vie et qui s'accrochent à la personne qui vont quitter. Alors, moi, j'ai en tête un homme qui a perdu son épouse et il ne pouvait pas. Moi, j'allais de temps à autre pour l'accompagner s'il voulait aller à la pharmacie, quelque chose, là, mais elle l'appelait tout le temps, là, il est où? Pourquoi il n'est pas là? Tu sais, cette espèce d'insécurité, elle aurait voulu le tenir tout le temps. Ce qui fait que lui, pour l'aider et puis pour la rassurer, il ne se donnait pas la permission d'aller à l'extérieur. Veux-tu aller prendre une marche? Oh non, je ne peux pas parce qu'il faut que je sois là, puis elle m'appelle, puis elle a besoin de moi tout le temps. Alors, c'est très difficile. Et au point où même les gens de l'entourage, la famille, disent, bien, ça ne donne rien de rester, c'est pas nous autres qu'elle veut, c'est lui. Je me souviens à un moment donné où Roch, dans la fin de vie, que j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Et je lui en ai parlé et il s'accrochait à moi. Et là, je lui ai dit, regarde, ce qu'on peut faire, c'est que tu trouves une personne dans ton entourage avec qui tu te sens totalement à l'aise, qui peut me remplacer. Parce qu'il n'y avait que moi qui connaissais sa routine. Et il avait confiance que je pouvais être là pour lui parce que c'était moi qui connaissais tout de son environnement et de sa routine. Donc, je lui ai dit, trouve une personne avec qui tu te sens bien et que je vais pouvoir partir 1 heure. 1 heure dans la journée, une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, où moi, je vais pouvoir prendre soin de moi, aller manger un morceau, me doucher, et puis toi, tu vas pouvoir être en confiance. Tu ne seras pas en danger, tu vas être en sécurité. Et là, il a fait le tour de sa famille, il a dit, OK, j'ai une personne que je voudrais, qui m'accompagne quand Catherine n'est pas là. Et là, ça l'a beaucoup aidé. Et cette personne-là, qui voulait aider, mais que Roch ne permettait pas non plus, ça lui a aidé à être au chevet de son frère. Ça a été sa sœur qui l'a aidé à ce moment-là. Donc, elle a pu aider son frère et Roch a pu accueillir quelqu'un d'autre et se sentir en sécurité. Donc, c'est ça le plus important, se sentir... Et tu as travaillé avec tes guides aussi beaucoup, parce que dans ces demi-heures-là que tu t'accordais, tu demandais aussi est-ce qu'on prépare ton âme et ton corps à la séparation d'avec Roch. Parce que tu avais un deuil à faire dans la matière, même si tu savais que vous alliez vous revoir de l'autre côté. Il faut quand même faire le deuil de la caresse, là, tu sais. Tout à fait. Et c'est ce que je trouvais absolument magnifique, de la voir partir, puis de prendre une demi-heure où est-ce qu'elle travaillait avec ses guides, avec les anges, avec l'au-delà, en disant « Donnez-moi la force, donnez-moi les outils pour préparer mon cœur, mon corps et mon âme à la séparation physique d'avec Roch. » Et ça a été un beau processus de guérison, d'où une des phrases qui nous tient à cœur dans le livre, c'est « guérir ensemble ». Parce que Roch guérissait de son côté et Catherine aussi, et c'est possible. Est-ce que votre mari a vécu ces derniers jours à la maison? Non, à l'hôpital. OK. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les gens qui veulent absolument mourir à la maison, qui ne veulent pas quitter, qui veulent rester là? C'est possible de le faire, mais il faut s'asseoir pour en parler. Parce qu'il n'y a pas juste la personne en fin de vie qui est concernée. Il y a l'accompagnateur ou l'environnement, les gens qui sont dans la maison aussi. Donc, c'est certain qu'on veut plaire à la personne en fin de vie. On veut lui apporter tout le soutien, tout ce dont elle a besoin pour ses derniers jours. Ou seulement ce qu'elle désire. Hein? On a tendance à faire ça. Hein? À dire, elle va mourir, alors on veut... Oui, c'est ça. Est-ce la bonne solution? Parce qu'il faut penser que l'accompagnateur va, quand la personne va mourir, l'accompagnateur qui souvent reste dans la même maison va vivre avec les souvenirs de la fin de vie. Donc ça non plus, c'est pas toujours facile. Donc, est-ce que je vais être capable, après son départ, de vivre dans les souvenirs de la maladie, de la fin de vie et du décès? Il faut être aussi... essayer d'avoir une ouverture avec la personne en fin de vie pour en parler. Une bonne discussion franche. Puis d'ailleurs, dans le livre, on suggère une liste de questions à aborder ensemble pour dire, bon, ben ça, c'est tes besoins, tes désirs, voici les miens.
où sont mes forces, où sont mes limites, pour être capable d'en discuter. Oui, Annick, vous avez un long cheminement de fait. Mais tu sais, les gens qui ne sont pas à ce niveau-là, c'est difficile de dire, bon, ça, c'est tes besoins, ça, les miens. On a tendance à nier nos propres besoins en voulant absolument aider la personne. Hein? C'est ça qui est aussi un des problèmes. Sauf que si on nie ses besoins, au moment du décès, après ça, l'accompagnateur se retrouve souvent à terre, comme on dit, complètement atteint par le décès. Donc, la remontée est beaucoup plus difficile. Tandis que si dans le processus, on prend quand même soin de soi puis qu'on prend conscience de ses besoins, je ne dis pas que c'est pas douloureux, c'est très douloureux, un deuil, mais au moins, c'est un peu moins pénible que si on s'est complètement nié dans le processus. Vous dites que le défunt vient en aide à ceux qui le pleurent. Comment ça se passe? Oui. La vie se poursuit après la mort. Donc, le défunt va cheminer dans sa vie. Il va apprendre à comment cheminer de l'autre côté. Et ce qu'ils veulent le plus, c'est garder contact, surtout au début, avec ceux qui viennent de laisser. Parce qu'il n'y a pas de séparation et ils peuvent être là pour nous aussi. Donc, ce qui est le plus beau souvent, c'est que les gens vont dire, moi, j'ai dit à la personne avant qu'elle parte, tu me feras signe une fois de l'autre côté. Oui, ça arrive souvent, oui. Et ce que les défunts veulent le plus souvent, c'est justement nous faire un signe pour nous prouver leur survie. Et une fois que c'est fait, ils vont dire, regarde, tu vois, je suis là, je suis encore vivant. Donc, si je le peux, je vais t'aider. Je vais t'aider à ma façon. On a d'ailleurs une magnifique anecdote à ce propos-là, parce qu'au moment du décès de Roch, moi, j'étais à l'extérieur de la ville. Et à un moment donné, j'étais en voiture et j'ai vraiment senti la présence de Roch. Et j'ai dit à mon conjoint, je dis, il est décédé. Parce que sa présence était très forte. Et il m'a dit, appelle Catherine, elle a besoin d'aide. Et j'ai téléphoné, mais bon, tu n'as pas répondu à ce moment-là. Et ça donne qu'une de mes copines à moi me téléphone, puis elle me dit, Annick, je viens de sentir la présence de Roch, qui me disait que Catherine avait besoin d'aide. Et c'est le lendemain matin, je crois qu'on s'est parlé au téléphone, et tu m'as dit exact, au moment où Chantal et moi, on a senti la présence de Roch qui nous disait donner de l'aide. Je venais de m'effondrer. Oui. Ça faisait quelques jours après son décès. Okay. Là, toutes mes barrières ont tombé et je venais de m'effondrer. Et là, il était encore très connecté à moi et il était encore dans sa personnalité. Oui, il venait de me quitter et il n'était pas prêt non plus à me quitter. Donc, il dit, ma blonde a besoin d'aide. Je veux l'aider. Il est allé chercher l'aide pour qu'il pouvait. Ah oui, puis à plus d'une personne. Donc, de l'autre côté, déjà, il travaillait pour qu'on prenne soin de Catherine. Ensemble, oui. Vous parlez aussi de l'unification des énergies. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bel exercice qu'on peut faire pour aider l'âme du défunt, pour se reconnecter à ses énergies aussi, parce que suite au décès, l'âme va sortir du corps. Et souvent, elle peut être déboussolée un peu. Et si l'âme n'est pas prête à quitter, elle peut avoir de la difficulté à quitter le plan terrestre, donc à se détacher des personnes qu'elle aime. Donc, pour l'apaiser, on peut se connecter à l'âme dans une bulle d'énergie. Il y a un exercice dans le livre, justement. On peut se connecter à l'âme pour lui donner notre amour, pour l'apaiser, pour la calmer. Et à ce moment-là, on peut faire cet exercice-là tout de suite après le décès pour justement l'aider à cheminer plus facilement après le décès. C'est souvent une dualité, hein, parce que souvent, les âmes de l'autre côté, les défunts sont souvent venus nous voir, puis de toute façon, il y a plusieurs témoignages dans ce sens-là, où est-ce qu'ils disent, au moment du décès, j'ai vu des êtres chers décédés que j'aime, j'ai vu maman qui est venue me chercher, où j'ai senti un réconfort, un bien-être, mais qui étaient là à la portée, mais qui ne sont pas complètement imprégnés dedans. Puis en même temps, ils voient la dimension, ils voient les gens pleurer, ils voient leur cœur. Et c'est une espèce de dualité qui est là parfois, de dire, est-ce que je vais dans ce bien-être-là? Puis souvent, ils ont peur de délaisser. Mais vous avez écrit quelque chose là-dessus, on va y revenir après la pause. J'en veux plus. J'arrive tout de suite! Ça va être de pied. Oh, ça a l'air super marrant!
Abonnez-vous à partir de seulement 11,99 $ par mois en composant le 187 Super Écran ou en visitant le superécran.com. Catherine, Annick, il y a des soins ou des soins de nos défunts, mais des soins psychologiques ou, j'ose pas dire ésotériques, énergétiques qu'on peut donner aux défunts au moment de sa mort. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi surtout? On parlait de l'unification. Oui, unification, bénédiction des chakras. La bénédiction, oui. On peut donner des soins au corps parce que c'est important d'honorer oui. ce corps-là, de bénir ce qu'il a été dans... Parce qu'il a été une personne entière dans sa vie. On l'a accompagné, on a été ensemble, on a vécu une partie de notre vie avec cet être-là, et il ne faut pas banaliser le corps. Donc, oui, il est décédé. Le corps est décédé, l'âme survit. Ça permet un processus de deuil aussi pour l'âme de l'autre côté, Exactement. le défunt de l'autre côté qui dit « OK, là, on est vraiment en train d'honorer le corps. Tout à fait. Je suis mort dans la matière, mais je suis Donc, toujours son corps vivante de lui a l'autre côté. servi toute sa vie. Donc, c'est important de terminer les choses en beauté si c'est possible. Donc, l'âme est là. Elle observe. Puis si on peut honorer le corps en bénissant les chakras, en donnant certains soins de base, peigner le défunt, placer ses mains sur le corps, en lui... Il y a un rituel avec des pierres et avec des huiles aussi. Ah oui, hein, qui est tout à fait possible. Oui, on peut possible choisir, vraiment tout en respectant aussi les croyances, ses valeurs et ses croyances, parce qu'on n'ira pas bénir les chakras si la personne ne croyait pas aux chakras. Non, certaines personnes vont demander des prières de religion, Mais tout enfin, ça. c'est ça, Les gens qui donnent ces soins spéciaux aux défunts, ce sont des gens qui sont très près et qui connaissent un peu Oui, définitivement. Mais c'est d'aider vraiment le défunt dans sa globalité. Donc, Catherine parlait du corps, mais il y a aussi, on peut prendre soin du corps émotionnel et du corps mental. Et c'est quoi le corps émotionnel et le corps mental? Moi, je dis tout le temps, dans la matière, le corps meurt, mais l'esprit, donc les pensées du défunt survivent. Ça, c'est de l'énergie. Les émotions survivent aussi parce que c'est de l'énergie. Donc, il y a juste ce qui est matière qui meurt, mais tout ce qui est énergie survit. Et si dans ses pensées, il y a des doutes, il y a des difficultés, bien, on peut lui dire, on peut l'apaiser, puis bon, avec des pensées qui sont beaucoup plus positives, donc qui sont plus aidantes. Ici, c'est au niveau émotif. Si la personne a de la peine ou a des regrets, bien, ça peut être de lui accorder un pardon. Donc, Et encore une fois, il y a un exercice dans le livre où est-ce qu'on peut communiquer avec le défunt pour le rassurer dans ses croyances et le rassurer aussi dans ses émotions. Parce qu'il y a des gens qui nous ont raconté aussi qu'il y avait un être cher décédé qui, avait peur d'aller de l'autre côté parce qu'il avait peur que ce serait l'enfer. Ou il y avait... la culture, hein, la culture, donc il faut l'aider à faire la paix avec ses croyances et avec son cœur. Oui. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, et peut-être amusant, vous allez voir, ils peuvent s'amuser de l'autre côté. Alors, ce qui m'a aussi interpellée, c'est qu'on dit qu'il y a des occupations dans l'au-delà. Ils peuvent faire de la planche à neige, ils peuvent apprendre un métier, un art. Là, imaginez qu'ils peuvent s'offrir une soirée sur Terre pour assister à un concert. Alors, attention, Céline Dion cet été sur les plaines, et Paul McCartney, j'ai pas sûr que tous les Beatles vont être là. Non, mais... Comment ça se passe? C'est vrai, cette histoire? Ce sont des messages qui sont venus vous porter, vous dire que ça se fait? En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment du décès, c'est sûr que rendu ce qu'on peut appeler de l'autre côté, si on veut, il y a tout un processus d'évolution. Donc, plus le décès est fréquent ou plus ils sont attachés à la Terre, donc plus ils vont, mais pas errer, mais ils vont se promener dans cette dimension-là de l'aura de la Terre qui est là. Donc, dans cette dimension-là, oui, ils sont près de nous et ils peuvent vaquer à certaines occupations, puis ils peuvent se faire du bien. Donc, s'ils ont besoin de musique, oui, il y a certaines présences qui vont aller dans des concerts, il y en a qui vont aller en nature et tout ça. Donc, c'est encore possible. Mais c'est sûr que plus ils évoluent de l'autre côté... Ils sont très près, là. Ça fait pas longtemps qu'ils ont quitté le plan terrestre, oui, définitivement. Là. En consultation, il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui est venue me voir et son frère, il est arrivé plein de brindilles. Donc, quand je l'ai vu arriver, il dit, je me fais du bien, je suis en train de couper du bois. Donc, il était vraiment plein de brindilles. Et je me suis dit, bon, ben, puis là, elle me dit, avant de mourir, il m'a dit, moi, quand je vais aller de l'autre bord, je vais aller dans le bois. Fait qu'elle avait la preuve à ce moment-là qui était bien, qui faisait ce qu'il voulait. Donc, oui, pendant un certain temps, mais c'est sûr que plus on évolue, moins on a d'attache à la Terre et plus ça disparaît pour une évolution plus grande. Maintenant que vous nous avez donné ce bel outil, quels sont les projets, Catherine?
Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Écoutez, je suis intervenante énergétique. Je donne des consultations auprès de personnes qui sont en croissance personnelle et spirituelle, des personnes qui ont perdu un être cher. Donc, je fais des rencontres à 3. Donc, la personne décédée, c'est bien. Oui, dans un côté aidant, pour aider la personne à guérir du deuil et pour aider l'âme aussi à guérir du deuil s'ils ont des choses qui n'ont pas réglées avant que l'être cher quitte la Terre. Donc, je les accompagne pour mieux se relever du deuil. On va marquer vos coordonnées à l'écran, donc les gens vont pouvoir communiquer si besoin. Et Annick, j'imagine que les projets, la Terre est pas assez grande pour tout ce que tu as à faire. C'est sûr que là, je travaille avec quelqu'un sur un projet de télévision qui s'en vient aussi. On continue avec les ateliers conférences. Je suis retournée, bien sûr, à mes premiers amours qui sont l'âme en errance et tout ça. Donc, il y a un beau projet de livre qui s'en vient aussi sur les lieux énergétiquement lourds. Donc, comment prendre conscience aussi de nos énergies à nous et l'influence que ça a dans les lieux et l'énergie des lieux qui ont une influence sur nous. Donc, tout plein de beaux projets qui s'en viennent et ça me fait plaisir. Quelquefois, le BEP Montréal, là, ces hommes qu'on va passer ici bientôt à l'émission, c'est ça. Génial, un bureau d'enquête en phénomènes paranormaux. Donc, pour moi, la vie est un vaste territoire à explorer. Je trouve ça absolument extraordinaire. Donc, cette équipe-là est arrivée dans ma vie en me disant, t'as-tu le goût de vivre une enquête dans un manoir hanté avec de la technologie, alors que ma médiumnité, moi, je l'utilise dans mon corps. Et je me suis dit, pourquoi pas? Puis, c'était une soirée absolument extraordinaire où là, j'ai appris vraiment comment fonctionnent les caméras infrarouges et les PVE, les phénomènes de voix électronique, tout ça. Donc, ça a été une très, très belle expérience. Puis, où on a combiné nos forces respectives et on fait le tour du Québec avec cette conférence-là d'une enquête d'une nuit qui a eu lieu dans un des manoirs les plus hantés du Québec. C'était une conférence et c'est fabuleux. Vous allez adorer. Merci beaucoup, toutes les deux. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci. Au revoir. Merci à vous de nous avoir écoutés encore une fois. C'est la grande vente sur tous les végétaux qui se poursuit aux Embellissements La Chaudière. Des rabais allant jusqu'à 50% sur les vivaces et les rosiers, jusqu'à 40% sur les arbustes. Et surtout, n'oubliez pas de vous procurer vos bulbes de printemps. Les Embellissements La Chaudière, nous sommes ouverts du lundi au mercredi de 9h à 17h, jeudi et vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 17h. On vous attend au 1050 boulevard Vachon Sud à Sainte-Marie. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. J'en veux plus. J'arrive tout de suite! Ça va être de pied. Oh, ça a l'air super marrant! Je veux un câlin! Abonnez-vous à partir de seulement 11,99 $ par mois en composant le 187 Super Écran ou en visitant le superécran.com.